Bienvenue au chapitre 5, mes chers étudiants. On va parler de l'analyse dimensionnelle et des principes de similarité. C'est dans le monde expérimental, pas juste en mécanique des fluides, mais en général, en ingénierie, on n'a pas toujours, c'est pas toujours viable de prendre un prototype à l'échelle, par exemple un navire, puis de faire des expériences sur la traînée, la flottaison, la rigidité, et ainsi de suite. Souvent, ça prend des modèles qui sont beaucoup plus petits qu'on peut fitter dans une soufflerie, par exemple. Ou si je veux vérifier la flottaison, je ne vais pas créer un navire à l'échelle, je vais créer quelque chose qui est beaucoup plus petit pour faire des tests structurels, par exemple. On peut se... Alors, c'est des choses qui sont... C'est des techniques qui sont extrêmement avantageuses en tant qu'ingénieur, pas juste en mécanique des fluides, mais on peut juste faire ça si on comprend les principes de similarité. Et puis, ça, c'est quelque chose qui est obtenu. Alors, à la fin du chapitre, on va discuter de la similarité. Et puis, avant d'y arriver, on va faire un rappel un peu sur des principes d'analyse dimensionnelle sur lesquels on a touché un peu plus tôt dans le cours. En termes de points administratifs, je vais cacher le webcam pour les prochaines vidéos, vous n'avez pas besoin de me voir la face. Et puis, je vais essayer de mettre en fast-forward les parties où je vais écrire longtemps. Je vais essayer de ne pas parler. Alors, je vais soit être en train d'écrire en fast-forward pour la majorité du temps, ou je vais être en train de parler. Alors, ça va, j'espère, vous sauver un peu de temps dans le visionnement du vidéo. Alors, comme j'ai dit, maintenant, voici l'écran. Je vais commencer à écrire, puis je vais essayer de pas trop parler, puis mettre en fast-forward ce que je vais écrire. Alors, la première partie, c'est l'introduction. C'est un sommaire de ce que je viens de dire. Alors, des exemples de paramètres. Alors, si j'ai un problème pour lequel on a des paramètres comme, par exemple, on peut avoir des paramètres comme la masse volumique, c'est des propriétés du fluide, la vitesse du fluide peut avoir une importance, la viscosité, la viscosité cinématique ou même la viscosité normale. On peut avoir la grosseur, ça peut être une longueur caractéristique ou un diamètre, ça peut être la température. Alors, toutes ces choses-là, si on a un problème quelconque de force. Alors, ça peut être très compliqué de devoir considérer tous ces paramètres-là pour résoudre notre problème. Alors, si on peut réduire le nombre de paramètres, ici on a présenté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, si on peut réduire ce nombre de paramètres-là à 3 ou 4 chiffres, 2 ou 3 chiffres même, ça nous facilite la vie. Alors, pour l'analyse dimensionnelle, on nous permet en principe de réduire la complexité du problème. Alors, ce qu'on veut faire, c'est on veut réduire du chiffre n, ok? On veut réduire du chiffre n, attends un petit peu, je vais prendre la petite souris, ok? Alors, on veut réduire du chiffre n ici au chiffre k, puis la différence entre les deux va dépendre du nombre de dimensions qui sont en ligne de compte. Alors, n moins k, en principe, est égal au nombre de dimensions. Okay? C'est le nombre de dimensions qui rentrent en compte. On se rappelle, par exemple, les dimensions. On avait vu ça dans les premiers chapitres. La longueur, la masse, la température, ce sont tous des différentes. OK? Bon. Si on a un problème où il faut considérer la géométrie, le diamètre, la température, la viscosité, ça devient compliqué. Imaginez faire des calculs, c'est dur parce que je ne vous montre pas d'équation, mais imaginez s'il faut vous trouver les propriétés du fluide, la viscosité du fluide, sa vitesse. Si on a tous ces calculs à faire avec tous ces paramètres-là, ça en fait des conversions d'unités, ça en fait du pitonnage. Mais si on peut réduire, si on observe ici qu'il y a juste 4, peut-être 3 ou 4 différentes dimensions qui existent, ok? Alors, on peut réduire notre problème à très peu de paramètres adimensionnels, comme on voit ici. D'accord? Ok? Alors, ça, c'est le but principe de l'analyse dimensionnelle.
Ça, c'était l'introduction. Alors, avant de poursuivre avec le chapitre, on va passer à la section 2. Une section, c'est un sujet qu'on a déjà abordé sur le principe de l'homogénéité dimensionnelle. Alors, le principe de homogénéité dimensionnelle, on en avait parlé quand on parlait des unités au début du cours. Ça veut dire que tous les termes doivent être des mêmes unités. OK? C'est toutes, ou tous. OK? Ça fait que si, des fois, c'est pas évident, comme si on regarde l'équation de Bernoulli qu'on a vue dans le chapitre précédent. OK? On a la pression. Si vous vous rappelez en classe, on avait vu que ça ici, bien sûr, le terme du milieu, c'est des unités de longueur. OK? C'est des unités de longueur. C'est les dimensions longueur qui apparaissent. Puis, on avait fait la vérification. Chacun des autres termes sont dimensionnellement homogènes. Et puis, dans la représentation de l'équation Bernoulli comme elle est présentée, tous les termes apparaissent comme étant des unités de longueur. Bon, il y a un autre principe, fait qu'on va skipper l'équation 5, la section 5.3. On va passer à la section 5.4, qui est le principe de non dimensionnaliser, de réduire le phénomène de dimension dans les équations. Alors, on a déjà parlé du nombre de Reynolds. Ça, c'est un nombre qui n'a pas de dimension, qui n'a pas d'unité. Alors ça, c'est un exemple d'un chiffre ou d'un nombre adimensionnel. Puis la façon qu'on obtient ça, comme je l'ai décrit, à partir d'une équation de base, si on divise l'équation par certains termes, on obtient des termes qui ont plus de dimension. Et puis c'est de même qu'apparaissent les nombres adimensionnels. Fait qu'un exemple facile de non-dimensionnement d'une équation, l'équation de la vitesse. Ça, c'est un exemple. La vitesse est égale à la distance divisée par le temps. Alors, on peut représenter habituellement une convention, c'est une petite étoile, représente le symbole adimensionnel. Alors, si je divise D divisé par T, puis je divise par grand U ou grand U infini, plutôt je vais mettre ça en rouge, grand U infini, ou ça ici, c'est une vitesse caractéristique. Okay? On voit que dans ce cas-ci, les unités se cancellent facilement. Vous pouvez faire le travail vous-même pour voir ça. Un autre terme qu'on peut voir, c'est une distance. Okay, un deuxième exemple, ce serait une distance position qui est non dimensionnelle. C'est essentiellement un ratio d'une position X par rapport à L, qui est une longueur caractéristique. OK? Alors ça, c'est deux exemples faciles, si vous voulez, de prendre une équation de base comme celle de la vitesse ou de la position X. C'est une des équations, c'est l'équation la plus simple. On peut la non-dimensionnaliser en la divisant par un chiffre, un terme qui est un terme caractéristique. Okay? Ça, c'est des exemples faciles. C'est sûr que si on prend des équations beaucoup plus complexes, il faut diviser par la masse volumique, par la vitesse, ainsi de suite, pour obtenir un non-dimensionnement. Les paramètres qui sont les plus pratiques surtout en mécanique des fluides, le premier, je vais les identifier par des lettres A. Je l'ai mentionné tantôt, c'est le nombre de Reynolds. Alors, le nombre de Reynolds, c'est ça ici. Puis le terme en bas, dans le dénominateur, c'est la viscosité cinématique. OK? Alors, U infini représente la vitesse d'écoulement en amont. Bon, alors ça, c'est des exemples relativement simples. Un exemple de nombre de Reynolds, la partie la plus difficile vraiment, c'est de déterminer la longueur caractéristique. Fait que si j'ai un écoulement ici qui passe au travers un cylindre, alors la longueur caractéristique est égale à mon cylindre. Et puis, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on va préciser ça
en mettant un indice D pour Reynolds basé sur le diamètre. Un autre exemple, c'est si je vous donne une petite voiture avec on va faire un beau dessin de voiture en 2 dimensions. OK, j'ai mon char. Alors, la longueur caractéristique qu'on utiliserait en mécanique de fluide, ça pourrait être, par exemple, la longueur du char, si j'ai un écoulement dans ce sens-là. Ça pourrait aussi être la hauteur. Ça dépend de ce qu'on recherche. Alors, c'est important dans un problème, comme on a fait ici avec notre cylindre, c'est de clarifier dans notre documentation en tant qu'ingénieur, c'est quoi qu'on utilise pour faire nos calculs de Reynolds. C'est très précis quand on utilise un indice comme D pour le diamètre, mais quand on a une géométrie qui est moins évidente comme une voiture, la longueur caractéristique, il y a plus de lousse, puis c'est moins évident qu'est-ce qu'on va utiliser comme longueur. Alors c'est clair, c'est important de bien communiquer dans votre travail, c'est quoi que vous utilisez comme valeur. Bon, ça, c'est rien de nouveau pour vous. Le deuxième, par exemple, va être nouveau peut-être, c'est le nombre adimensionnel Froude. Je vais donner une brève description. Alors, si vous lisez, qu'est-ce que je veux dire par un échange ou une interface entre une structure et une surface d'un fluide? Pensez à un bateau et des vagues. Alors, si je veux caractériser la nature de l'écoulement au-dessus d'une structure ou d'un bateau qui perce à travers ou qui vogue à travers des vagues, le nombre de Froude va être défini, l'équation pour le Froude, c'est la vitesse d'écoulement relative fois une longueur est divisé par une longueur caractéristique. Alors G, c'est la constante gravitationnelle. Alors, si je vous donne un exemple, un immense navire, ou un relativement gros bateau, okay, on va dire que on a 10 mètres de profondeur, puis on va dire environ 10 mètres de largeur, ish. Et puis le bateau se promène à 25 nœuds. Alors, si la vitesse du bateau est égale à 25 nœuds, si on fait notre conversion d'unité des nœuds, ça donne environ 13 mètres par seconde. Dans ce cas-ci, puis la longueur caractéristique, on va dire que c'est le 10 mètres. Dans notre documentation, le nombre de Froude, ce serait 13 mètres par seconde. On voit ici que les unités se cancellent. Et ce qu'on obtient, c'est quelque chose qui ressemble à environ 1.7. Oui, pas de dimension, pas d'unité. Ah, alors ça, c'est un exemple du nombre Froude. Le prochain, un petit peu moins évident encore ou moins connu, c'est le nombre Straw-Howell. Ce nombre adimensionnel-là est utilisé quand on a des écoulements où on a des oscillations ou des répétitions ou des fréquences d'écoulement. Alors pensez à des vagues qui frappent de façon répétée une structure ou on a un sillonnement d'un fil dans le vent ou le vent par exemple ou le bruit qu'on entend, ça c'est des fréquences à très haute fréquence. Alors quand on a des problèmes qui sont répétitifs, qui sont cycliques, qui sont reliés à des écoulements, c'est un terme ou un nombre adimensionnel qu'on peut utiliser pour caractériser ces problèmes-là. D'écoulements qui ont des oscillations. Ça veut dire que U, qui est la vitesse, est dépendant du temps. Puis si c'est dépendant du temps, c'est parce que c'est dépendant, on va prendre une valeur caractéristique, puis on va avoir un sillonnement qui peut être cyclique. Ou ici, on a, bien sûr, ça doit être des secondes à la moins 1. Alors, c'est des hertz. Alors, ça, c'est la fréquence. Alors, comment qu'on peut adimensionnaliser UT? Ben, ce qu'on va faire, c'est on va diviser U. Ça va être égal à U de T divisé par une longueur caractéristique. Fait que ce qu'on obtient, essentiellement, le nombre de Straw-Howell découle de la non-dimensionnalisation de cette équation-là pour une vitesse qui varie selon le temps avec une certaine fréquence. Alors, le nombre de Straw-Howell nous donne oméga, qui, on a dit tantôt, c'était la fréquence,
OK, c'est la fréquence. L pour une longueur caractéristique, puis 2pi U infini. Ou vraiment, j'ai dit que oméga est égal à la fréquence. Vraiment, oméga sur 2pi, c'est comme si c'est la fréquence pour un cycle. OK? Alors, je vais vous donner un exemple. Ça va être l'exemple 5.8 de votre livre. Fait que, ce qu'on va faire, on va considérer un fil qui... On essaie de déterminer la vitesse de l'écoulement. Alors, le problème, c'est trouvez-moi la vitesse d'écoulement, okay, qui produit un son. OK, j'ai un problème d'un écoulement à U infini qui frappe ou qui frappe un câble, un petit câble de diamètre de 8 mm. Et puis le câble se met à scier, puis ça donne un son. Fait que vous avez déjà entendu des câbles quand ils ventent tellement fort qu'on peut entendre des sons. Imaginez si on a un son, le son comme Do, Ré, Mi, Fa, Sol, OK? Alors, on a un son, puis le Do, je pense que c'est DO, qui est égal à une fréquence d'environ 262 Hz. Ça, c'est par définition, vous pouvez aller checker sur Google. Alors maintenant, je vous invite, on va aller voir la figure 5.2 dans le livre. Alors, on est au chapitre 5. Si je peux trouver la figure 5.2. Ici. Alors, on voit, si vous regardez ici, ça c'est un autre exemple d'un écoulement où on a un sillonnement d'une structure. On a un back and forth d'un écoulement autour d'une structure. Ben, si on regarde la figure, OK, on voit que, si vous regardez ici, le nombre de Straw-Hall, OK, qui va varier entre 0 et 0.3 environ, ne varie pas trop pour les nombres de Reynolds. Pour des très petits nombres de Reynolds, il va y avoir une chute dans le nombre de Straw-Hall, puis à des grands nombres de Reynolds d'environ 1 million, où on a des écoulements turbulents, on peut avoir une très grande variation, puis le nombre de Straw-Hall peut rejoindre une valeur d'environ 0.3. Mais pour la majorité des nombres de Reynolds, le nombre de Straw-Hall va être autour de 0.2. Alors, ce qu'on va faire, c'est un petit truc. Faut estimer la valeur de Straw-Hall de 0.2 pour calculer notre vitesse d'écoulement ou le nombre de Reynolds, qui va nous donner une vitesse d'écoulement, qui va nous permettre d'aller chercher avec plus de précision la vitesse d'écoulement. OK, on va essayer les calculs, vous allez voir, ça va avoir de l'allure. Alors, ça va faire de l'allure. Alors, on va supposer que notre nombre de Straw-Hall est égal à 0.2, parce que, comme je vous ai montré, la majorité des nombres de Straw-Hall sont environ à 0.2. Fait que si c'était à 0.2, on va pouvoir calculer selon les caractéristiques de notre problème, on va pouvoir trouver un nombre de Reynolds ou une vitesse d'écoulement. Alors, à 0.2, c'est égal à oméga L sur 2pi U infini. N'oubliez pas que ce qu'on essaie de rechercher, c'est la vitesse infinie. Alors, je vais isoler mon inconnu. U infini qui est égal à quoi? Va être égal à notre fréquence par cycle, L divisé par le nombre de Straw-Hall, qui va être environ 262 secondes moins 1. Notre longueur caractéristique, c'est 8 mm. On va diviser tout ça par le nombre de Straw-Hall d'environ 0.2. Fait que tout ça, ça nous donne un U infini qui est égal à 10.5 mètres. Fait qu'on ne sait pas si c'est la bonne réponse. Mais vérifions. Ce que ça va nous donner, si j'avais une vitesse de 10.5 mm, le nombre de Reynolds est égal à ρ U infini, longueur caractéristique, viscosité, ou encore plus simplement est égal à U infini, puis notre longueur caractéristique, c'est le diamètre, right? Puis la viscosité cinématique. Alors si je vais chercher mon 10.5 mètres par seconde, mon 0.008 mètres. Puis là, on a de l'air qui s'écoule à une température d'environ 20 degrés Celsius. Fait que je suis allé chercher dans les tableaux la viscosité cinématique.
On voit que les unités se cancellent. On a des mètres au carré. Toi, là, mon keyboard de tabarouette, là. On a des mètres au carré par seconde en haut, puis des mètres au carré par seconde en bas. Puis notre calcul du nombre de Reynolds nous donne un beau chiffre de Reynolds est égal à environ 5600. Là, maintenant, ce qu'on peut faire, on peut aller retrouver dans notre machin truc, 5600. Ça, c'est 1000, ça, c'est 10 000. Fait qu'on est quelque part ici. Fait qu'on obtiendrait un nombre de straw de environ 0.21. Fait que si je refais mon calcul d'en haut, ici, si je refais ce calcul-là avec 0.21, on obtient une vitesse d'écoulement d'environ 11 mètres par seconde. Non, pardon, 10 mètres par seconde. Alors, tout ça pour dire, en conclusion, que pour faire scier mon câble à une résonance de 262 Hz, qui va sonner comme la lettre ou la note Do, dans Do Ré Mi, ça prend un écoulement d'air d'environ, à la température donnée dans le problème, d'environ 10 mètres par seconde. Le prochain coefficient ou nombre addimensionnel que je vais vous montrer, ça va être le coefficient de traînée. Et en fait, en principe, on va parler du coefficient de lift en anglais. Super important dans le monde aérodynamisme. Alors, les aérospatieux, dans le groupe, ceux qui sont en génie aérospatial, les coefficients de traînée, puis de portance, je crois que le bon terme est vraiment important. En principe, les coefficients de traînée, c'est la force de traînée et la force de portance qui sont des composantes de force qui sont créées dans un écoulement. Fait que quand je sors ma main dans un char à l'extérieur de la fenêtre, il y a une force importante que l'écoulement relatif sur ma main crée. Ça, vous le connaissez. On le sait très bien que quand il vente ou même quand on roule très vite en voiture, pour aller plus vite, il faut dépenser plus d'essence parce qu'il y a une traînée, il y a une traînée, un drag qui est vraiment important sur la voiture. Bien sûr, pour les avions, les ailes d'avion, c'est un principe important. Alors, par définition, la traînée et la portance, ce sont des forces. Je vous donne un exemple. Si on a une aile d'avion, avec un écoulement horizontal à une vitesse infinie. On peut avoir bien sûr la portance, ça va être L pour lift, puis la composante horizontale, ça va être D pour drag. Puis la vraie force, c'est la somme algébrique des deux vecteurs, qui est la force totale. Alors, on va définir maintenant ces fameux coefficients-là qui n'ont pas de dimension, parce que L et D, ce sont des forces. L et D, ce sont des forces qui ont des unités de force, bien sûr, de Newton ou de pounds, par exemple. Alors, CD, ça va être la force de traînée divisée par le coefficient de portance, CL, ça va être la force de lift, de portance. Il faut vraiment faire attention ici, là, dans les deux problèmes. Les A, les surfaces qui importent, les surfaces caractéristiques, si vous voulez, ne sont pas les mêmes. C'est pas pantoute les mêmes, ça dépend du problème. Alors, je vais vous montrer un exemple. Si j'ai un cylindre dans un écoulement, ou un écoulement normal à un cylindre, comme ça ici, un écoulement, un cylindre de diamètre D et de longueur L. On pourrait être porté à dire que mais ça doit être égal à pi r carré. Mais c'est pas ça. La surface qui importe dans l'équation de la traînée serait égale à le diamètre fois la longueur. C'est l'équivalent d'un rectangle qui est exposé. C'est la surface, la projection de la surface qui est exposée à l'écoulement. Comprenez-vous? Pour une aile d'avion, okay, ça serait cette longueur-là ici,
fois la profondeur qu'on utiliserait pour déterminer, ou quelque chose de similaire qu'on utiliserait comme aire de surface caractéristique pour notre problème. Si je vous montre encore une voiture, un autre exemple, c'est si je donne, on va dire un camion, ça c'est un camion bien simple, de, on va dire 3 mètres de hauteur, un gros camion, un immense camion. Si j'ai une vitesse relative, la surface ici, pour la traîner, la surface caractéristique, ce serait 3 fois 5 mètres carrés. 15 mètres carrés.